me souviens pas que quelqu'un m'ait dit que je devais faire ça. Je fais toujours ce qui me convient. Parfois, un entraîneur me disait que je fais trop de drop shot. Je disais, ouais, bien sûr. Mais je n'écoute jamais, je suis contente d'imposer ma personnalité parce que c'est moi qui joue sur le terrain, c'est moi qui fais les tirs. Notre invitée est, comme vous l'avez compris, une forte tête. Elle est tenniswoman, la première femme arabe à rentrer dans le top 50 du nommé Onzeb. Bonjour Onzeb, ravi. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, Onzeb, vous qui n'écoutez jamais, comment allez-vous écouter votre mère lorsqu'elle vous a inscrit au tennis quand vous n'aviez que 3 ans? En fait, ma mère, elle adorait le tennis et du coup, puisque je suis la petite dans ma famille, je traînais tout le temps avec elle. Et bon voilà, elle m'a introduit à ce sport magnifique. J'adore. Enfin, je regrette pas d'avoir choisi le tennis à la natation parce que je faisais la natation à l'époque aussi. Et je suis vraiment contente de jouer dans ce monde avec la petite raquette, la balle jaune. C'est mon rêve et je pense être une joueuse de tennis, c'était toujours mon chemin dans cette vie-là. Mais votre mère a inscrit toute la fratrie dans son amour du tennis. Mais vous étiez la seule qui accrochait. Bah oui, parce que moi j'aime bien la compétition. Ils me disent toujours que je suis douée, donc j'ai un peu, j'aime bien faire comme vous l'avez dit, les drop shots et tout. Ça change un peu le style de jeu que j'ai. Et ça change un peu des styles de jeu de d'autres joueuses et du coup ça m'a permis de bien jouer et de vraiment imposer un peu mon jeu. Et ben voilà, ça a commencé petit à petit. Après. Il fallait vraiment travailler dur pour y arriver parce qu'avec le talent, c'est pas vraiment suffisant. Mais là, je fais un parcours que j'adore je pense que je peux faire mieux encore. J'ai encore du chemin à faire. Mon rêve, c'est d'être numéro 1 mondiale et je l'ai dit depuis toujours. Ouais, on va y venir à ça. Mais quand vous déclarez que vous avez accroché parce que vous aimez, d'abord parce que vous aimez vous amuser, vous dites ça. Secondo, Mhm. parce que vous aimez la compétition, vous aimez gagner. Est-ce que vous êtes une Ouais. mauvaise perdante? Je suis pas une mauvaise perdante avec les autres, mais avec moi-même peut-être oui, parce que je suis des fois dure avec moi-même quand après la. En fait, le tennis c'est un sport un peu dur. On sait que c'est un sport complet. Ça demande beaucoup de physique, beaucoup de mental, beaucoup de sacrifices. Et du coup, pour moi, être vraiment parmi les meilleures joueuses, c'était un chemin un peu dur pour moi. Mais voilà, j'ai travaillé pour. J'adore être sur un terrain de tennis. J'aime pas perdre parce que je veux toujours gagner. La sensation de gagner, c'est une sensation incroyable. Et puis voir tous les Tunisiens qui me suivent, ça me donne encore plus envie de gagner et de ramener de plus en plus de titres et d'avancer dans mon classement. Angèle, vous accrochez à un tel point que déjà à 9 ans, vous dites que le tennis sera votre métier. Ce n'était pas un peu saugrenu en Tunisie de l'époque de dire le tennis sera mon métier? Ouais, c'était un Le peu tennis dur, surtout pour les parents. n'est pas trop évident en Tunisie. Ouais, c'était pas sûr aussi comme carrière parce que on sait s'il y a une blessure où je peux plus vraiment jouer, ça sera un peu la fin. Hein. Je peux plus vraiment pratiquer le tennis, mais je dis toujours quand je mets un truc dans ma tête, je sais que je peux y arriver. Et je pense que c'est dans tous les Et déjà domaines. à 9 ans, vous saviez que ça sera votre métier. J'ai une bonne intuition peut-être. Je savais, on sait tous notre chemin, on sait qu'on peut y arriver. Et il y a une petite voix toujours qui me parle, il me dit allez, on peut y arriver. Lâchez pas, allez, c'est le moment ou jamais. Donc C'est c'est la même toujours voix depuis vos 9 ans. oui, oui, Elle vous dit même toujours avant, même avant. Bon, il y avait des moments un peu difficiles, donc toujours cette petite voix qui me sauve de temps en temps. et est-ce que votre famille a accepté facilement votre rêve? Une enfant de 9 ans qui vient voir sa famille, qui dit moi, je serai tenniswoman. Elle a 9 ans, elle dit je serai tenniswoman. Est-ce que la famille Pas, a pas facilement. pas facilement, mais ils étaient là pour moi quand j'avais vraiment besoin d'eux. Je suis passée par des moments un peu difficiles où je doutais vraiment de moi, ou peut-être je pensais à même arrêter le tennis, mais ils étaient toujours là pour moi. Ils ont cru en moi et ils croient encore en moi. Donc, mais là, je pense que
que la famille c'était très important et c'est très important même maintenant à un certain moment c'est toujours la famille qui te disent des bons trucs même pendant les défaites. Mhm. Et c'est ainsi que vous intégrez le lycée sportif à l'âge de 13 ans. Et c'était des cadences assez dures, on va dire. Ouais, le rythme, faire l'équilibre entre l'éducation et ma vie professionnelle, disons, c'était un peu dur parce qu'on se levait tous les jours. Je pense que je me levais à 6 heures du matin et je finis ma journée genre à 9 heures et c'était un peu dur, même physiquement, mentalement. Je voyageais beaucoup, je faisais beaucoup de tournois ailleurs, donc pour vraiment se rattraper pour les devoirs, pour mes études, c'était un peu dur, mais c'était une promesse que j'ai fait à ma mère pour pouvoir y aller. Au lycée sportif parce que je sais c'est là où vraiment je devais être là-bas pour vraiment faire plus d'heures d'entraînement et voir en fait réaliser mon rêve. Mhm. Et en 2012, vous partez pour la première fois pour un stage de 8 mois à Ouais. l'étranger, un stage à l'Académie Justine Hénin de Belgique. Vous aviez quel âge et comment avez-vous vécu cet éloignement de 8 mois? C'est la première fois, je pense. C'était la première fois, mais je suis quelqu'un, je suis indépendante comme Vous femme, aviez donc quel âge j'ai déjà déjà à l'époque? 16 ans, 16 ans. J'avais Voilà. 16 ans. En fait, j'avais mon petit appart. En fait, j'adorais d'être seule, Ah, ok. en fait, de faire les choses un peu comme je voulais. Mais c'était une belle expérience. Je dirais pas la meilleure, mais c'était une belle expérience. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Une Tunisienne qui part en Europe, c'est pas non plus facile. Généralement, les académies, ils veulent beaucoup d'argent, mais voir, faut vraiment bien s'entraîner et aller chercher et se battre pour avoir un bon entraîneur et tout. Mais c'était une période où j'ai beaucoup appris. Et voilà, c'était des passages que j'ai fait pendant ma carrière. Est-ce que vous avez bien résisté à cet éloignement? Parce que déjà, entre-temps, vous avez gagné, vous avez été d'abord finaliste du tournoi Roland-Garros Junior et l'année d'après, vous avez remporté le tournoi Mhm. Oui, c'était en 2010. Après 2011, j'ai 2010. remporté Roland. Et en 2012, c'est là où le monde, enfin, les académies voulaient que je vienne et tout. J'ai choisi la Belgique pour essayer. Je me suis rendu compte que rester en Tunisie, à un certain moment, c'était mieux. Pour moi, enfin pour cette époque-là. Mais voilà, après, je suis aussi partie en France, je pense en 2014, juste Mhm. enfin après 2 ans. Et c'était aussi une belle expérience. Je préfère cette expérience-là que que celle de l'Académie du cinéma. Mhm. Est-ce que lorsque vous avez gagné le tournoi junior de Roland-Garros, est-ce que vous étiez conscient de la difficulté du chemin ou alors l'euphorie a quelque part brouillé votre lucidité? Vous vous êtes dit, voilà, maintenant que j'ai gagné un grand tournoi comme ça va être facile. Non, pas du tout. Mais en fait, ce tournoi-là, c'était un peu spécial parce que j'ai perdu en finale en 2010. Mhm. J'étais blessée au poignet et j'étais obligée de faire une opération fin 2010. Je suis Mhm. restée 6 mois sans jouer de tournoi et j'avais que Ouais, 2 ou 3 on va en parler tournois à tout à l'heure préparer. d'ailleurs de cette intervention. Ouais. Donc voilà, donc tout le monde disait ouais, ça sert à rien que tu reprennes le tennis, ça y est, c'est fini ta carrière. Et ben, je lui dis, je me rappelle, j'ai dit à beaucoup de journées, je vais gagner Roland Garros 2011. Et franchement, je me rends même pas compte comment j'ai pu dire ça, en fait. Mais en fait, j'avais un rêve, c'était dans ma tête que j'allais gagner ce tournoi. Je demande à mon préparateur physique, je lui dis, est-ce que je suis prête pour jouer ce tournoi? Il m'a dit, pas du tout. Je dis merci pour les encouragements. Et ben voilà, je pense que je l'ai gagné avec le mental. C'était un chemin un peu dur juste après les juniors parce que, en fait, c'est pas c'est une garantie de gagner un grand chelem en junior, de faire bien avec les professionnels ou de gagner avec les joueuses du haut niveau. Et la transaction pour moi, c'était un peu dur pour moi, mais voilà, je l'ai fait après quelques années. Alors, en 2012, vous intégrez le circuit professionnel. Comment Mhm. entre-temps dans le circuit professionnel? Ça, c'est une question de profane, genre le tennis pour les nuls.
Mais en fait, quand on joue, enfin les juniors, on joue généralement des gamines, je dirais moi. Mais après, quand on joue il y a les petits tournois, c'est à l'époque c'était des 10 000. Il n'y a pas beaucoup de points, mais tu peux trouver des filles qui ont 30 ans, qui sont 35 ans, qui jouent encore, mais qui ont beaucoup d'expérience. Et j'avais du mal à gagner contre ce genre de joueuses. Et voilà, c'est une joueuse. Moi, j'étais junior, j'avais pas vraiment de confiance, pas assez de confiance, pas assez d'expérience. Donc, c'était un peu dur pour moi de continuer à jouer. Je pense. Et comment ça se fait? On fait une demande pour accéder au circuit professionnel ou alors on se base sur les résultats qu'on a fait? Comment ça se passe? En fait, beaucoup de tournois. On commence à gagner des points. Et quand on commence à gagner des points, il y a le classement. Et on commence en 1000, 900, 800. Et après, moi, maintenant, je suis 31 dans le classement global. Je pense qu'il y a 1500 ou 2000 filles en tout pour tout, Mhm. en plus même. De 3 ans à 17 ans, vous entraînez en Tunisie. Pourquoi avez-vous ensuite décidé de partir réellement? Réellement, déjà, enfin, la fédération, elle n'est pas assez bien équipée, disons, comme en Europe. Maintenant, c'est plus avancé en Europe. Aussi, j'avais du mal à trouver un bon entraîneur en Tunisie, donc j'étais obligée de prendre un coach français et d'intégrer l'académie et en fait de voir un peu la vie des professionnels, des gens qui ont entraîné des grandes joueuses comme Sharapova, comme Serena. Et en Mhm. fait, le fait de parler avec eux, le fait d'être avec eux, ça me permet de connaître un peu leur mentalité, comment après tout, ils ont créé des champions. Donc pour moi, c'était évident que je parte en France à l'âge de 17 ans ou 18 ans. Mhm. Mais ce départ, était-ce surtout pour des raisons logistiques, comme celles que vous venez d'exposer, ou aussi pour des raisons d'environnement non propice moralement, on va dire, en Tunisie? Non, parce que généralement, franchement, j'écoutais pas vraiment les gens ce qu'ils disent, plutôt de moi ou disent ce qu'ils veulent dire, quoi. Pour moi, j'avais un objectif dans ma tête, je voulais y arriver. Donc, j'avais besoin juste des bonnes personnes pour me guider un peu et me montrer le bon chemin. J'avais perdu assez de temps à un certain moment, des juniors jusqu'au circuit professionnel. Et du coup, je voulais plus perdre du temps, je voulais vraiment avoir un avis enfin, professionnel, quoi. Mais je vais vous lire une déclaration de vous qui m'a beaucoup frappée, qui m'a beaucoup Mhm. attristée d'ailleurs à l'époque. Rester signifiait entendre constamment les rires et la dérision de ceux qui me disaient ouvertement que comme la plupart de ceux qui ont essayé avant moi, je ne serai jamais assez bonne. Vous trouvez ces gens partout, ils vous sous-estiment. J'étais une grande gueule, j'ai parlé, j'ai dit que je voulais gagner le grand chelem et les gens riaient, ils ne croyaient pas en moi. Oui, oui, bah, ces gens-là, on les trouve partout, malheureusement. Donc, j'avais deux choix, en fait. Soit écouter ce genre de gens et perdre mon énergie à les écouter et de pas vraiment se concentrer sur l'objectif et réaliser mon rêve. Ou soit j'ignore tout et je continue mon chemin et je continue à travailler dur. Et peut-être écouter les gens qui m'aiment bien, mais parce que moi, en fait, ça me dérange pas d'être critiquée à un certain moment parce que ok, je suis pas parfaite, mais des fois, si par exemple mon coach me critique, bah ouais, je reste, je dis ouais, Hans, t'as pas bien joué là, il faut vraiment voir ce qui était pas bien à un certain moment. Et voilà, je prends un petit recul et je vois ce que j'ai fait de mal. Mais il y a des gens qui te font perdre un peu du temps et ça sert absolument rien de les écouter. Parce qu'en fait, derrière un écran, on peut tout dire. On est des rois derrière un écran, Oui. en dehors du terrain aussi. C'est facile de frapper une balle avec la raquette, mais c'est pas aussi facile que ça, finalement. Mais ces attaques et ces moqueries, comment est-ce que vous les avez dépassées? Vous avez parlé tout à l'heure de mental. Comment avez-vous forgé votre mental? Est-ce que vous avez un coach pour le mental?
Ouais, j'ai toujours eu une préparatrice mentale qui m'aide beaucoup. Mhm. En fait, parce que écouter un peu les gens, ça peut vraiment, ça joue sur la confiance de la personne. Et ça jouait beaucoup sur ma confiance. Et du coup, j'ai décidé de prendre les choses en main et de travailler sur soi. Et du coup, réaliser et commencer à avancer et grandir. Et c'est ce que je suis en train de faire ce travail depuis des années. Mhm. Mais une partie des problèmes aussi, Ozgibr, est liée à l'aspect financier. Pourquoi est-ce que le tennis coûte aussi cher ou réputé coûter aussi cher? En fait, voyager, les hôtels, les coachs, ça coûte très cher. Donc, forcément, d'être ou de réaliser son rêve et d'être parmi, par exemple, les 100 premières au monde, il faut avoir un bon coach, un bon préparateur physique et tout ça, c'est un gros budget. J'ai galéré avant, vraiment. J'ai vraiment galéré avant, surtout quand j'avais rien du tout, quand le ministère il n'était pas là au bon moment pour m'aider. J'ai trouvé vraiment ma famille qu'ils étaient là, donc mes frères, ma sœur. Justement, Hans Gibber, j'ai lu sur Jeune Afrique que votre famille s'est cotisée pour Ouais. financer votre carrière. Oui, oui, oui. C'est des fois, je me suis retrouvée des fois en Australie à ne pas savoir comment j'allais rentrer parce que j'avais pas un billet de retour et comment j'allais payer mon coach. Et en fait, je vivais constamment ce stress-là, or que normalement, une joueuse comme moi, euh, j'aurais dû me concentrer sur le terrain l'argent normalement ça aurait pas dû être un problème avant parce que normalement une joueuse de tennis doit se concentrer sur comment frapper la balle, comment jouer tactiquement, concentrer sur le physique, mais pas sur l'argent. Et du coup, j'ai perdu un peu de temps à stresser sur ça parce que en fait, je savais pas comment j'allais payer mon coach et tout. Mhm. Est-ce que ce problème est résolu aujourd'hui? Oui, avec des beaux performances. Donc avec l'Australie, avec beaucoup d'autres tournois, heureusement que je gère bien. Et en plus de ça, maintenant, je pourrais vraiment agrandir mon équipe parce que euh, vous savez, le haut niveau, ça coûte cher, mais il faut aussi un bon préparateur physique, un bon entraîneur, kiné. Donc c'est tout un staff. Et pour avoir ce staff-là, il faut avoir un bon budget. Donc moi, à chaque fois que je fais de bons résultats, j'essaie de vraiment rajouter une bonne personne qu'elle pourra m'aider dans ma carrière. Et voilà, j'ai une kiné avec moi maintenant, j'ai mon docteur, donc j'ai tout un staff et je suis contente que ce rêve, vraiment, ça commence à se réaliser, quoi. Vous avez déjà gagné l'économie du préparateur physique. Mais votre mari, c'est déjà ça de gagner. Mais ça reste, tout ça pour dire que ça reste quand même très familial comme l'épopée Hans, l'épopée Hans Gibber, de l'accompagnement de vos parents à celui de votre mari, qui est aujourd'hui votre préparateur physique et qui est un escrimeur d'ailleurs. Oui, oui, c'était une décision assez délicate parce que je savais que c'était un peu délicat de mélanger un peu la vie personnelle et professionnelle, mais finalement, on est bien, on fait de beaux résultats. Je sais qu'il veut me protéger tout le temps, je sais qu'il est toujours là pour moi. Donc là, je sais que on a un accord ensemble, c'est que s'il pense un jour qu'il peut plus vraiment m'aider à avancer, et ben il se retire de mon équipe. Et si moi j'ai un problème, je partage. Donc vraiment, je pense la clé là, c'est la communication entre les deux. Et je suis reconnaissante de l'avoir en tant que mari et en tant que préparateur physique. Mais vous l'avez connu au lycée sportif. Oui, 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 il est, il est plus âgé que moi. Donc, il traversait en fait le lycée sportif pour aller à la salle de l'escrime. Et moi, j'étais folle amoureuse. Je le Ah, d'accord. regardais. J'étais folle amoureuse. Et du coup, après, avec le temps, et pendant la Révolution, on a beaucoup parlé. Et on est devenus proches. Et voilà, l'histoire a commencé, quoi. Mhm. Et paraît-il, vous lui demandez de garder les yeux constamment rivés sur vous pendant les compétitions. Oui, il me donne beaucoup de force. Donc, à chaque fois, si je me sens pas bien pendant le match ou si j'ai des moments de doute,
Je lui dis, regarde-moi dans les yeux. Il faut me regarder dans les yeux. Pas... Il me donne beaucoup d'énergie et on s'est mis d'accord à chaque point. Il me regarde et voilà, ça se passe très bien. Et ça se passe très bien, mais quand même, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué ce problème, mélanger le professionnel et le Mhm. privé peut quand même donner quelques petits problèmes au quotidien. En fait, les petits problèmes, mais c'est pas des gros problèmes. Par exemple, on s'est mis d'accord de faire quelques tournois où je peux y aller seule pour être en fait toute seule pour voir aussi, tu vois, c'est un peu difficile d'être 24 sur 24 avec son mari. Donc ça, on comprend bien. Mais le truc, Exactement. c'est qu'on est le truc, c'est qu'on est d'accord sur ça. Donc c'est le plus important pour moi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est qu'on communique beaucoup. Donc, si moi j'ai un problème, je le garde pas, mais en fait, on parle il y a toujours des solutions. Mhm. Angie, ben, à partir de l'Open d'Australie, vous ébauchez un tournant dans votre carrière. Que s'est-il passé? Était-ce un déclic, une maturation lente ou alors un ras-le-bol? Vous êtes dit, ça ne peut plus continuer comme ça. Oui, c'était en fait juste après en 2019, donc au dernier tournoi à Moscou, j'ai dit à mon équipe, bah, là j'en peux plus, je sais que je peux vraiment bien jouer, je peux gagner n'importe quelle joueuse. Et là, c'est le moment ou jamais de percer, quoi, de faire de bons résultats. Donc voilà, on s'est dit, voilà le programme, on va faire la pre-season à Monastir, on le fait tout le temps à Monastir. On a un bon programme, on fait ci, on fait ça. J'ai parlé avec ma préparatrice mentale, on a mis tout un programme et ben voilà, je me suis dit, voilà, là je peux gagner, je peux jouer contre n'importe quelle joueuse et j'ai même joué contre Alep, contre Wozniacki à l'Australie. Donc c'était le moment où jamais de percer et je le sentais. Au fond de moi, je le sentais vraiment, quoi. Mais qu'est-ce qui a changé pour que vous le sentiez de cette manière? Avant, vous disiez ceci, c'est une déclaration de vous, il y a encore peu de temps, quand j'affrontais une joueuse au top 20 mondial, c'était no stress. Aujourd'hui, c'est différent. Je veux la battre, je veux gagner. Bah, avant, je pensais faire un bon match, c'est suffisant. Puisque moi, j'étais l'inconnue sur le circuit et elle, c'est une top 20. Donc, et là, c'est plus. Abra Belmouchirka. L'essentiel est Ouais, de exactement. participer, le truc qu'on nous enseigne ici, voilà. Et donc là, je me dis, non, non, je peux gagner et je vais gagner parce que je veux gagner. Et elle, bah, en fait, c'est ce qui se passe en ce moment. Toutes les joueuses, ils ont un peu peur. On les voit dans le circuit, on voit comment ils. Parce que des fois, ils savent pas comment me jouer, puisque je change beaucoup de rythme. J'ai un style un peu différent des autres joueuses. Et si un jour je suis en forme, bah, ils auront du mal, vraiment du mal à gagner. Et selon votre coach français, Bernard Perret, le problème avant, c'était essentiellement le doute. Mhm. C'était Bah surtout oui, ça. bah oui. Comment aviez-vous vaincu ce doute? Je pense que le doute, il est toujours pendant les matchs, surtout que, vous savez, le tennis, c'est beaucoup de points d'affilée. La joueuse, elle peut faire des coups extraordinaires. Elle peut me faire douter pendant un certain moment, mais la clé dans tout ça, c'est de garder le même rythme, même si on rate une balle une fois, il faut la refaire encore beaucoup de fois et ça va rentrer, ça va vraiment venir, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Tant que j'avais un truc dans la tête, je voulais être, comme j'ai dit l'année dernière, je voulais être parmi les top 20 cette année. Et bah, j'avais un objectif et je voulais l'atteindre, donc il n'y avait pas de doute. Et chez la nouvelle Ons Jebel, il y a aussi cette nouveauté, c'est cette capacité à enchaîner de grands matchs, Mhm. ce qui n'était pas évident avant. C'est la Non, préparation c'était pas physique. ouais, ça paye. Oui, c'est bah oui, enfin, Karim là, quand j'ai parlé avec lui en 2019, il fallait changer le programme, il fallait pousser encore plus. Et le plus important, c'est que moi, j'étais prête à pousser encore plus.
Mhm. Et c'est évident que ça vient toujours de moi. Et si moi je décide de faire un truc, bah, toute l'équipe va suivre. Ils peuvent pas me pousser et moi je traîne ou je fais pas des trucs. Donc voilà, là, moi j'ai poussé, j'ai vraiment travaillé très dur. Et comme j'ai dit, dans la tête, j'avais un objectif d'être parmi les top 20. Mhm. Mais en même temps, vous aviez un autre problème qui peut paraître paradoxal comme ça, c'est la Mhm. multiplicité des talents de jeu. Oui, Vous devez à c'est chaque ça. fois choisir. C'est-à-dire, si on va résumer ça, vous êtes trop doué. Donc, vous avez 10 000 manières de jouer. Vous n'avez pas une seule manière de jouer. Donc, à chaque fois, il faut choisir et c'est pas évident de choisir. C'est un peu le problème des doués, ouais. En fait, il y avait une joueuse qui l'a dit avant aussi, dans Stéphane, c'est Sloane Stephens qui a gagné l'US Open avant. Elle Mhm. disait, bah, elle a beaucoup de choix pendant qu'elle joue et à un certain moment, elle sait pas quoi faire parce qu'elle sait faire toutes les coups et à un certain moment, elle peut pas choisir. Or que une autre joueuse qui joue à plat tous les coups, c'est très clair pour elle. Et en fait, quand j'ai écouté ce qu'elle disait, je dis mais ouais, mais c'est tellement vrai quoi. Moi, je le réalisais pas, mais quand j'ai écouté quelqu'un le dire, je dis bah ouais, bah en fait finalement, je me suis améliorée sur ce truc-là avec le coach tunisien que j'ai en ce moment. On se prépare vraiment bien tactiquement. Lui, c'est un génie. Il a tous les statistiques de tous les matchs de toutes les joueuses et mes matchs aussi. Mhm. Et je suis fière de vraiment travailler avec un Tunisien aussi compétent que lui. Et Comment il pour moi, s'appelle? On va le nommer. il s'appelle Aissam Jalali. Voilà. Et c'est un ancien joueur tunisien. Vraiment, c'est le meilleur coach que j'ai jamais eu pendant ma carrière, quoi. C'est vraiment le coach qui m'aide. En ce moment, il m'aide beaucoup. Il me montre beaucoup de trucs. En fait, c'est un travail d'équipe, quoi. Et il s'entend très bien avec mon mari et on fait un bon travail d'équipe. Mais aujourd'hui, quand vous avez beaucoup de choix sur un coup, sur une balle, comment faites-vous le choix? Est-ce que vous le faites toute seule, en Bah, faisant abstraction des instructions des entraîneurs? Parce que si on s'en tient à l'exergue, à la déclaration que j'ai lue en exergue, on a l'impression quand même d'une forte tête qui décide toute seule. Bah, maintenant, tactiquement, je joue mieux. Donc finalement, s'il y a un coup, je sais que je dois frapper ce coup, ou d'autres coups, je dois slicer ou changer le rythme. Donc tactiquement, ça m'a trop aidé quand l'entraîneur me donne vraiment la bonne stratégie. En fait, c'est plus le désordre dans ma tête, c'est plus clair et je sais exactement quoi faire en ce moment-là. Donc ça Mais va en même temps, mieux. oui, mais en même temps, vous avez toujours été dans l'intuitif, Hans Gebel. Déjà à 18 ans, Je vous suis vous êtes toujours dans la vie. révolté contre, oui, vous vous êtes révolté contre des entraîneurs. Vous étiez très jeune, 18 ans, vous êtes déjà révolté contre des entraîneurs qui voulaient changer votre style de jeu. Vous sentiez que ça n'allait pas, intuitivement. Mais en fait, à un certain moment, j'ai écouté ce genre d'entraîneur et j'ai vu comme ça m'a fait beaucoup de mal pendant mon jeu. Mhm, Et à un certain moment, je pense à l'âge de 18 ans, 19 ans, je dis assez, je veux plus avoir un entraîneur qui veut tout contrôler et mhm, qui veut vraiment. Parce qu'il y avait un entraîneur qui m'a dit, il faut être comme Sharapova. Je dis, mais comment je vais être comme Sharapova? Je suis Ons, je suis plus sociable qu'elle, j'aime rigoler. Pour moi, c'est le déstress quand je rigole avec toutes les joueuses du circuit, or que elle parle à personne, elle regarde personne. Je dis, mais c'est impossible. Et depuis ce jour-là, je dis non, assez, je vais vraiment suivre un peu mon intuition, un peu mon cœur. mhm, Et bien sûr, en même temps, écouter les gens qui veulent m'aider, quoi. mhm. Hans Gebel, il y a le jeu dans Mhm. le tennis, mais il y a ce qu'il y a autour du jeu et qui peut vraiment influencer le jeu. Euh, Comment avez-vous vécu, par exemple, la position officielle de rappel à l'ordre de la Tunisie lorsque vous avez joué avec cette joueuse israélienne que vous avez battue? En fait, l'histoire, c'est que on partait pour la Fed Cup. Il y avait le dossier, ils savaient très bien qu'il y avait ce Mhm. pays-là, et du coup, comme la chance euh, nous a mis ce jour-là de jouer contre eux. On a envoyé des lettres parce que la décision ne dépendait pas de nous. Donc, on voulait savoir si on peut jouer, on peut pas jouer. Il y avait pas de réponse.
on pouvait être sanctionné. Et pour moi, personnellement, il ne faut pas mélanger la politique avec le sport. Le sport, c'est vraiment, c'est la paix, quoi. C'est un autre monde. Mais pour moi, je suis rentrée pour gagner. Et voilà, comme je rentre Boycotter dans. n'est jamais la solution. Non, pour moi, c'est jamais la solution. Je veux pas fuir, je veux vraiment gagner. Et voilà, on a gagné. C'était un match très, très difficile, beaucoup de stress. On a vécu vraiment une semaine avec beaucoup de stress. C'était juste après l'Australie en plus. Tout le monde était là Mais pour il y a eu quand m'accueillir. même un rappel à l'ordre officiel, De... un communiqué officiel du ministère, Pas du tout. si, du ministère des Et Finances mais étrangères, pour rappeler les positions tunisiennes. ils ont communiqué ça juste pendant le match. Nous, Hmm. on avait écrit avant 2 jours de savoir si on doit jouer ou pas. Et eux, ils n'ont même pas répondu. Donc, le Mhm. communiqué, c'était vraiment pendant les matchs. Donc, on n'était pas au courant, on demandait parce que si on jouait pas, en fait, tous les sports en Tunisie, ils pouvaient être fonctionnés et pas jouer les Jeux Olympiques à cause Mhm. du tennis. Donc, Oui, pour moi, c'était vraiment un faux problème parce que même exact. les autres pays arabes, ils jouaient. Mhm. Donc, ça ne veut pas dire, pour moi, je supporte la cause palestinienne, je suis avec Palestine et tout, mais de jouer, ça ne veut pas dire que je suis avec Israël, bah, pas du tout. Donc, et même pendant une émission, j'ai parlé de ça, et voilà, pour moi, c'est de jouer et de gagner. C'est ce qu'on a fait. Mhm. Onzibre, cet engouement populaire que l'on a pu voir autour de votre personne, surtout lors de vos dernières prestations, s'est-il accompagné d'un sponsoring tunisien plus important, d'une aide du ministère, d'une aide de l'État tunisien plus importante, d'une certaine Euh, reconnaissance? pour cette année, il n'y a rien d'officiel, il y a pas de budget, on a demandé et tout. Il n'y avait rien du C'est ministère, on attend tangible. toujours. Bon, Mhm. il y avait le Covid, on comprend un peu, mais c'est un peu de chance pour eux, parce que je sais que ça pourrait traîner aussi si c'était même sans le Covid. Les sponsors, bah ouais, j'ai des sponsors en Tunisie qui m'aident depuis 2, 3 années. J'en suis vraiment reconnaissante pour ces sponsors. Et j'espère vraiment que j'espère représenter de plus de marques peut-être tunisiennes, quoi. Ça Mhm. m'intéresse. Onzibre, le vendredi 23, vous quittez le tournoi de Sawa Mhm. en quart de finale. Que s'est-il passé après un premier set gagnant? En fait, la joueuse, c'est une bonne joueuse. Elle joue très bien. Je savais que j'avais un peu le jeu en main. C'était un peu dur physiquement pour moi. C'est un peu la fin d'année et tout, mais je dis que c'est un match que je pourrais vraiment apprendre beaucoup de ce match parce que à un certain moment, j'ai lâché à des moments très importants et ça lui a permis de revenir et de gagner. C'est le mental, Euh, donc c'est le mental ou le physique qui n'a pas suivi? c'est un tout, c'est un tout. Mais en fait, le mental, bon, il y a beaucoup de gens qui disent le mental, mais le mental, c'est très vague comme mot parce que finalement, c'est quoi le mental? Il y a quelqu'un qui peut craquer, mais il y a quelqu'un qui peut stresser, il y a plein de trucs qui peuvent se passer pendant un match. Si, il y avait des moments où je pourrais vraiment serrer un peu plus. Peut-être j'ai pas pu bien serrer. Je pensais bien jouer, mais en fait c'était pas le cas parce que le coach il peut regarder de loin, il peut voir. Mais bon, j'aimerais bien apprendre de ce genre de match parce que je sens que ça s'est répété un peu trop cette année. Il y a des joueuses que je pourrais vraiment gagner contre elles, mais finalement j'ai perdu plein de matchs comme ça. Mais bon, ça vient avec l'expérience. Je suis en train d'apprendre. Je suis pas parfaite et voilà. Onzibre, sur votre page Instagram, vous définissez en tant que dreamer, rêveuse. À vous voir Oui. comme ça, on dirait pas. Pourquoi? Vous avez l'air très les pieds sur terre. Bah, ils disent que
ça commence, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Je l'ai changé. Donc, pour moi, c'est le cas. Ça commence toujours par un rêve. Je pense que ça commence toujours par un rêve. On rêve et après on le réalise. Merci beaucoup, Angèle. Nous allons clore sur votre choix musical. Je sais que vous aimez Shadé et Eminem et vous avez choisi autre chose. Vous avez choisi, dites-nous votre choix, Salam alaikum. C'était Salam alaikum en fait, c'était le titre où j'écoutais beaucoup pendant l'Australie. C'était le titre avant de rentrer pendant le match et ça me donnait beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est de French Montana, c'est un Marocain aussi qui chante. Et c'est un beau titre. Merci encore, Angèle. Merci de nous avoir suivis.